récemment, là, il y a 10 ans à peu près, il y a un collectif nigérian, hein, le pays le plus peuplé d'Afrique, à peu près 120 millions d'habitants, des coutumiers qui sont exclus de la vie politique africaine, comme dans, je dirais, tous les pays africains. Et ils ont fait un drôle d'échange. Ils ont dit, écoutez, au gouvernement, on veut reconnaître notre part de responsabilité dans l'esclavage sous condition qu'on rentre en politique. Évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de politique, c'était les coutumiers qui étaient responsables justement de ces razzias. Ils étaient partie prenante pour cette captivité d'esclaves au profit des Européens. Bon, qu'est-ce que c'était le royaume de Dahomey? Aujourd'hui, c'est le Bénin. Il a été créé vers les années 1600 et c'était des rois cruels. Hein. Beaucoup de royaumes à côté avaient diverses formes de commerce, mais là, au Dahomey, il avait un territoire formé de 200 000 esclaves. Tout était basé sur la guerre, l'esclavage, le cannibalisme, les guerres tribales et la soumission. Le roi était un monarque absolu. Il avait formé une garde d'élite, les Amazones. Apparemment plus forte que les hommes. Elle méprisait la mort, c'était vraiment redoutable. Un petit voyage au Bénin de ces temps-là, les rois du Dahomey, l'ancien nom du Bénin, quand les monarques ils mouraient, on les parait de ses plus beaux habits, on lui mettait des arcs, tout ça, on le mettait debout, on mettait des arcs, on faisait un grand caveau, on le mettait dedans. On appelait par exemple ses favorites, hein, parce qu'il avait plusieurs femmes. Mais on leur donnait de la viande, elles allaient dans le caveau, là où il y avait le monarque, et on les enterrait vivants. On les enterrait vivantes. De temps en temps, on déterrait un peu la tombe et on mettait encore des personnes vivantes là on sacrifiait des esclaves et tout pour nourrir le monarque. Et on refermait tout ça encore. De ce temps-là, ils avaient déjà des esclaves. Donc quand le roi il meurt, on immole des esclaves. Il y avait aussi un jeune homme là qu'on enterrait dans un tronc d'arbre vivant. On creusait un tronc d'arbre, on le mettait dedans. Pour qu'il serve le monarque aussi, justement, dans l'au-delà. Vraiment sympa, quoi. Monsieur Tout-le-Monde, quand il mourait, on donnait son cadavre aux bêtes féroces. C'était vraiment un royaume guerrier et enclin à l'esclavagisme. Maintenant, ils appelaient ça les rois traites. Le copain de Félix, là, c'est Guézo, c'est le 9e roi du Dahomey. Hein. L'actuel Bénin. Il réorganise son royaume, attaque les Yoruba. Il devait être soumis à cet état, donc il devait faire la guerre pour se libérer de ce tribut, de cet impôt qu'il devait payer. Francisco Félix de Souza aide Guézo à prendre le pouvoir parce qu'il trouvait que son demi-frère il ne produisait pas assez d'esclaves. Ils ont fini par l'éliminer et pour pouvoir perpétuer cet esclavagisme. Mais par contre, de Souza, lui, c'était quand même un humaniste. Il racheta les esclaves pour justement pouvoir les mettre en sûreté chez des maîtres. De sorte qu'il pouvait se vanter d'avoir tué aucun de ses esclaves. Ce Félix de Souza, là, qui était-il? Il est le fils d'un marchand d'esclaves lui-même déjà, probablement un métis. Sa mère était connue pour avoir une peau assez blanche, et d'ailleurs trop blanc. D'indifférent avec le roi de Dahomey, il fut plongé dans une cuve d'indigo. D'où sa couleur un peu brunâtre.
Quand Al-Douzan monte au trône, il punit tous les opposants, notamment ceux qui ont participé à l'assassinat de son père. Pourquoi a-t-on voulu effacer la mémoire de ce roi en grattant ses insignes et ne le mentionnant pas dans la ligne des rois de Dahomey? Peut-être a-t-il été plus cruel que son demi-frère Guezo. On a vu donc la tentative de gratter ses insignes et sa présence dans la dynastie, et qu'il n'est pas mentionné parmi les rois. Il a été dépeint comme un roi cruel. Cependant, cela a plutôt été développé par son successeur, son demi-frère Guezo, alors que lui-même était vraiment cruel. Il était à la tête d'un état de 200 000 esclaves. Guezo était un chasseur d'hommes. Son armée et sa meute dressés pour la poursuite de ce gibier, à l'âme immortelle. Chaque année, je cite, il sort de son palais orné de têtes coupées. Seul le chef connaît la destination de son armée vouée au pillage ou à l'esclavage. Les vieillards, on les tue, les femmes, on les éventre. Les enfants, on les écrase sur la pierre. Les jeunes hommes et les jeunes femmes sont saisis, garrottés et réservés, les uns pour la traite, les autres pour du sacrifice humain. L'incendie complète son œuvre de destruction. En 1850, le gouverneur anglais, commandant Forbes, essaye de faire prendre raison à Guezo pour arrêter ce trafic odieux, sans succès. Et c'est avec un tel homme que Félix da Souza va se rallier pour continuer cet esclavage, mais je pense dans des intentions plus nobles. Félix da Souza a eu la bonne initiative de racheter ses esclaves pour les placer dans des lieux plus sûrs. Da Souza était le fils d'un esclavagiste portugais. Lui, avec son complice, le roi du Dahomey, Guezo, ils sont à l'origine de l'exportation d'à peu près 1 million d'esclaves. Donc ce commerce africain, ce commerce intra-africain qui faisait pas mal de victimes, et de morts, etc., les guerres tribales, tout, de l'esclavage. Et donc, il a vu ces blancs là arriver, il a dit, bah, c'est plus rentable. Parce qu'ils pouvaient avoir de l'argent, des armes à feu, de l'alcool, et surtout ce qu'il appréciait, le Guezo, là, c'était des tissus, et surtout du velours, de la soie et du velours. Hein. Il était fin connaisseur, le mec. Hein. Donc, vous voyez, les Africains, quoi, c'est des businessmen, hein. C'est des esclavagistes, des businessmen, c'est comme les Européens, comme les Chinois, comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. Hein. Oh les cons, c'est une caméra cachée, c'est ça? En juin, là, comme aujourd'hui, il y a à peu près 10 ans, en 2009, le Congrès américain a reconnu l'inhumanité de l'esclavage. Il a reconnu ça et de finir en disant aux pays africains de faire de même. Donc ils ont envoyé la balle, donc ce collectif est né pour pousser justement à ce que les Africains reconnaissent aussi leur part de responsabilité dans ce commerce. Il y a 14 millions d'esclavages intra-africains faits par les Africains. 14 millions. Merci monsieur. 11 millions par les Européens, hein, la traite négrière. 2 nègres pour le prix d'un, une fois. Et 17 millions par nos amis arabes. 2 nègres pour le prix d'un, 2 fois. Cette période des Arabes a duré plus longtemps que la traite négrière européenne. Ça a été étalé dans le temps. Hein, ils n'avaient plus qu'à traverser la mer Rouge, hein, vers l'Éthiopie. Il y a eu 3 royaumes qui se sont créés là, et qui ont fait justement de l'esclavage. Vous voyez, même on parle d'un roi javanais qui, à la cour impériale chinoise, a donné un esclave d'origine africaine. Le système était très étendu. C'est bon, vous pouvez prendre. Ah merci monsieur Jourdain, vous ne le regretterez pas. L'esclavage arabe allait même jusque dans la Méditerranée pour prendre des esclaves européens, en Sicile, en Sardaigne, en Grèce et même des Caucasiens. Approchez, approchez mesdames et messieurs, voici un lot de nègres de tout premier choix.
parlant de statues déboulonnées, c'est très à la mode aujourd'hui, on les décapite, on les immacule de sang et tout ça, on comprend. Ils sont encore cet état et ils multiplieront en un rien de temps la rentabilité de vos plantations. Approchez. Mais il faut regarder aussi la part de bonnes choses de ces personnes. Ils n'étaient pas juste des esclavagistes. Et en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte, où avant c'était quelque chose de plus normal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit esclavage, mais à cette époque-là, c'était un commerce comme le café, comme le sucre et tout ça. Et quand ces choses sont arrivées, ce changement d'état d'esprit, il y en a même qui ont falsifié les comptes. Pourquoi ? Parce que c'était fait en plein jour, sur la place publique. Hein. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Oh les cons. C'est une caméra cachée, c'est ça? Donc ils avaient les livres de comptes et tout. C'était dans les mœurs. Là. Donc il ne faut pas juger par rapport à ce que nous on pense aujourd'hui. Du coup, il y avait un certain esclavagiste célèbre, Rabat, qu'on peut voir encore la statue aujourd'hui, dans un musée quelconque en Afrique. Et donc ce Rabat, on ne va pas lui détruire la statue, mais non. C'est un témoignage, on voit comment il était habillé, le chapeau, la tunique et tout ça. Donc on ne va pas commencer à détruire. On va parler de Rabat un jour, on va dire qui c'est ça. Merci monsieur. Bon, il est connu dans le temps à cause de ces faits-là. Mais il avait d'autres qualités, cet homme. Il n'était pas que mauvais, comme nous. La réécrire peut-être, la magnifier, la réorienter, la recadrer, la redéfinir. Mais ces choses-là font partie de l'histoire de l'humanité. Vous parlez de statues là qu'on déboulonne et qu'on immacule de sang ou n'importe quoi. Vous regardez au Bénin, la statue de Félix de Souza, elle est toujours sur la place. Et quant à notre ami Guezo, il a une page Facebook. Et là, il voit les choses dans le grand. Hein. Donc il y a des admirateurs. Hein, mais évidemment, peut-être parce que c'est un black, je sais rien, je sais pas. Ou alors c'est des gens de leur clan. C'est étrange quand même. Donc je pense que ça veut dire que les personnes, elles ont un beau côté. Ils ont dû mettre cette statue pour le beau côté des choses, pas pour leur mauvais côté. Faut que l'on pense par rapport à nos valeurs aujourd'hui, qui n'étaient pas les leurs avant. Mais la statue de Faidherbe qu'on a vu immaculée, on a voulu souiller, détrôner. Mais la statue, elle était là pour ses faits d'armes. Elle a été là parce que c'était un vainqueur, c'était un guerrier. Il a remporté des victoires. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout mélanger. Oui, c'est vrai, sa statue a été immaculée en noir, là, pour protester contre... C'est vrai qu'il était esclavagiste, mais voilà, le livre, là, comme quoi... c'est difficile à le voir comme un bienfaiteur parce qu'il tua aucun de ses esclaves. Et il les sauva plutôt des prisons des rois. Lui-même ayant été prisonnier jadis, il fuit du Bénin pour se réfugier au Togo, à Habdjido, dans sa maison qu'il avait lui-même construite. Ce qui est étonnant avec Félix da Souza, c'est qu'il faut récupérer ces prisonniers, des prisonniers de guerre parfois, pour les sauver d'une mort certaine, parce qu'il y avait aussi même la condamnation à mort pour ce genre d'esclaves. Donc il voulait les récupérer un maximum pour les mettre en esclavage, sans l'esclavage, en adoucissant leur sort par la déportation. Qui se bat aussi contre l'esclavage négro-africain, l'esclavage coutumier qui existe dans la région de Caille. C'est ainsi qu'il rachetait les prisonniers, les nourrissait, les habillait, il partageait même ses biens, ce qui hérita d'ailleurs ses arrière-petites-filles. Certainement voyait-il là le moyen de dilapider son héritage, dilapider leur héritage futur. Un peu gras. Pour la petite histoire, c'est que même quand il y a eu la fin de l'abolition de l'esclavage, il y a des familles qui venaient encore voir de Souza pour se faire acheter. Les gens, ils venaient se faire acheter parce qu'ils savaient qu'ils auraient eu une meilleure condition que de rester dans le royaume de Dahomey. Au Sénégal et Mauritanie, et entre nous les Noirs, pas des Blancs, entre nous les Noirs même, que exploite entre nous et prend un Noir, esclavage, dans les mines, ils travaillent la nuit et le jour pour eux. La jour d'aujourd'hui, on est à la 21e siècle. Nous les jeunes, on a dit non. Les ancêtres, ceux qui l'ont accepté, aujourd'hui, nous, on a dit non, on n'acceptera pas. Le roi, c'était le monarque absolu. Il avait le droit de vie ou de mort à qui il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. C'était comme son royaume, c'était qu'un grand frigidaire. Quoi. Il se servait, il faisait ce qu'il voulait. Il
faisaient des razzias, il faut les tuer, voilà. C'était effroyable. On ne comprend pas très bien ce qui se passe, hein, vous voyez. Alors, pour en savoir plus, il y a un élément qui m'a aidé. C'est ce mot qu'on entend être répété tout au long de la vidéo, Gambana, Gambana. Et Gambana, ça veut dire tous égaux en soninké. C'est un groupe de militants au Mali, aussi de la diaspora, qui luttent contre l'esclavage dit par ascendance. Donc ce que je veux dire, c'est que les Blancs, ils sont arrivés, ils ont peut-être pas fait mieux, ça c'est à voir, mais ils ont permis de sauver beaucoup de gens de ces conditions horribles de vie. Hein. Ils ont attaqué. Ils m'ont frappé parce que j'ai refusé d'être traité comme esclave. Tout a commencé quand Mohamedou a vu d'autres villageois vider la maison de son cousin Lassana. Nous sommes allés là-bas pour voir ce qui se passait. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Je l'ai sorti pour le consulter. Quelqu'un me dit « T'es en train de filmer ?» Non, je ne filme pas. Ils m'ont dit de leur donner mon téléphone. J'ai dit non. Ils m'ont frappé et ligoté. Ils m'ont traîné jusque chez le chef de village. C'est tout vous dire, il y avait certaines familles qui, après l'abolition de l'esclavage, venaient volontairement se faire acheter par Félix de Souza parce qu'elles savaient que beaucoup d'esclaves avaient une condition beaucoup plus heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, espèce de PD, là? Il est fou, lui, il me touche les couilles. Il y a l'esclavage négro-africain, l'esclavage par ascendance qui existe en milieu soninké, bien avant l'indépendance. Et même après l'indépendance, ça a continué, mais de façon discrète. Donc avec l'évolution, donc on s'est dit, écoutez, on n'est plus des esclaves. Le temps a évolué, on est dans un pays démocratique, on ne veut plus qu'on nous appelle des esclaves. On ne veut plus qu'on appelle nos quartiers le quartier des esclaves. On ne veut plus qu'on appelle nos biens des biens des esclaves. Donc on a mis en place une association qui s'appelle Gambanaru, en soninké, en bambara qui s'appelle Ambé Kelenye. Donc les soninké ils disent que non, on ne peut pas être pareil. Ambé Astesega Kelenye, Djombe, Nyamakalaoube, Horonbe. Il a noté qu'il y a certains descendants qui sont restés dans le giron de leur ex-maître criminel, hein, jadis, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient eu quand même une chance en s'échappant de conditions de vie, quand même, somme toute, avec des razzias, des guerres, souvent dans la misère. Hein. Donc il y a des familles qui venaient se faire racheter volontairement. C'est un peu gras. Un petit exemple, hein, même chez les nazis, il y avait la liste Schindler. Il a les dents du fond dans un sale état, et sa mauvaise haleine n'est pas gage de qualité. Ça va, j'ai pas eu le temps de... Pour vous dire que cet homme-là, il fut appelé par la suite Chacha Ier. C'est devenu une dynastie. Dernièrement, son arrière-petit-fils, Chacha VIII, qui vient de mourir, était encore vénéré de son vivant. Les descendants des personnes qui avaient été rachetées. Donc la Société pour l'abolition de la traite négrière a commencé à se créer et à faire des revendications dans ce sens. En 1788, la couronne britannique a commencé à faire une enquête. Et donc en 1807, le Parlement a voté l'interdiction de la traite négrière. Par la suite, les Français se sont joints à ce mouvement nouveau qui commençait à être engendré dans les esprits, a commencé à prendre forme et à prendre corps dans la société française et à continuer à perdurer jusqu'à l'interdiction totale de l'esclavagisme. Il était avec son bébé Fanta, qui avait alors seulement 1 an. Ce jour-là, ils sont entrés dans nos maisons pour nous battre. Mon enfant était en train de dormir. Quand ils sont venus, ils lançaient des cailloux sur le toit. Ça lui a fait peur. Elle essaye de sortir. Quand elle franchit le seuil de la porte, un homme l'attend. Il la frappe avec une hache. Fanta a été soignée à l'hôpital à Bamako, et les médecins ont pu sauver son œil. Comment une personne peut faire cela à un enfant? Je ne sais pas. En Amérique, en 1805, il y a eu aussi l'interdiction de la traite négrière, ce qui a justement fait monter le prix des esclaves américains, qui ont passé de 100, 200 à 500 $. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus importer des esclaves du continent africain. Et cela fait suite à la guerre de sécession. En Amérique, tout a commencé avec la campagne pour les élections présidentielles d'Abraham Lincoln, qui lors d'une de ses allocutions avait dit, mentionnant un verset biblique,
qu'une maison divisée ou un royaume divisé contre lui-même ne pourrait pas perdurer. Les États esclavagistes l'ont compris comme une tentative d'arrêter l'esclavage. Et donc cet État ont fait sécession, ont voulu faire sécession, ce qui a conduit à la guerre de sécession, et avec la victoire des républicains, pour que cesse cet esclavage qui a eu lieu. En 1805, l'abolition de l'esclavage, pourtant ça a continué. Non, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas vos esclaves. Des mots que les nobles ne peuvent pas supporter. Ils disent que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères étaient des esclaves, qu'ils acceptaient d'être esclaves, alors pourquoi nous voulons nous opposer à cela maintenant? Ils m'ont dit, si tu n'acceptes pas de rester esclave, tu quittes notre village. J'ai dit d'accord, je quitte le village. Mektoub, profitez de ce prix promotion. Elle n'aura pas pour tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2020, l'esclavage existe toujours en Mauritanie, de manière coutumière. En 2016, l'esclavage concernait encore 43 000 personnes, soit 1,6% de la population. Une figure de l'anti-esclavagisme mauritanien, Biram Dahabé, figure emblématique de la lutte contre l'esclavage moderne, a été condamné en appel à 2 ans de prison. Depuis 1981, en Mauritanie, l'esclavage est interdit, mais sans peine assortie. Le 13 août 2015, une loi pénalisant l'esclavage rentre en vigueur en Mauritanie. La pratique reste malgré tout répandue dans le pays. Et il serait environ 150 000 esclaves, selon l'IRA en 2014. Le 7 août 2018, 2 semaines avant les élections législatives, il est arrêté avec d'autres militants anti-esclavagistes sous le motif de atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de la violence. Évidemment parce qu'il faisait certaines choses contre l'esclavage. Donc pour eux, c'était une atteinte à l'État et à la sécurité. Biram Abed fait partie de la caste des Haratim, des morts noirs descendants d'esclaves. Il est né en 1965 à Rosso, région de Trarza, au sud de la Mauritanie. Son père ayant été affranchi par le maître de sa grand-mère est né libre. Il sera le seul d'une fratrie de 11 enfants à être scolarisé suivant la volonté de son père. Il étudie pour combattre l'esclavage. Il intègre l'université, etc., etc. La Constitution de Mauritanie déclare en 1961 l'égalité entre tous les citoyens, mais ne mentionne pas l'esclavage. Ces choses sont bien ancrées en Mauritanie. En 2012, au cours d'une manifestation à Nouakchott, il brûle en public des textes de droit de l'école du droit musulman malkite. Considéré comme encourageant la pratique de l'esclavage, il justifie son acte par le fait que ces enseignements constituent de normes de jurisprudence et de principes généraux, codifient l'inégalité de naissance, autorisent la vente d'êtres humains, leur châtiment corporel, le viol de femmes, de la castration des mâles noirs. L'ensemble de ces prescriptions figurent en des termes explicites et pratiques dans de tels livres. Le malikisme, c'est une des 4 écoles du droit classique musulman sunnite, fondée sur l'enseignement de l'imam Malik ibn Anas. 711-795, juriste, théologien et traditionnaliste. Mektoub, profitez de ce prix promotion. Elle n'aura pas pour tout le monde. Dire à quel point c'est ancré, c'est que même à ce moment-là, l'IRA présenta des excuses parce qu'évidemment, ces actes ont choqué l'opinion publique et les médias en Mauritanie. Il est emprisonné aux côtés d'autres militants de l'IRA, accusés de porter atteinte à la sûreté de l'État. Je m'appelle Ambé Klenye. Donc les Soninké disent que non, on ne peut pas être pareil
an bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye. Jɔnw bɛ yen, ɲamakalaw bɛ yen, hɔrɔnw bɛ yen. Au quotidien, donc ça consiste à faire quoi? Donc tout ce que les soi-disant maîtres ont comme activité, donc eux ils sont à la maison, c'est nous qui font c'est leurs travaux à leur place. Donc même s'il y a des projets dans les villages, par exemple des projets d'intérêt généraux, c'est nous qui sommes là à creuser des trous, à couper des arbres, à aller labourer. Tout ce qui est travaux publics, c'est les esclaves qui le font. Donc, et sans compter la discrimination quotidienne, les rabaissements quotidiens qui se fassent sur les soi-disant esclaves. Donc on a dit qu'on en a marre, on ne veut plus qu'on nous appelle des esclaves. Sans pour autant vouloir occulter tout l'esclavage, le mépris de l'humanité qui s'est passé, et donc je condamne fermement. Je voulais faire juste une petite parenthèse pour dire qu'il y avait quand même esclavage et esclavage. Et que l'esclavage des Européens a peut-être permis à certains Africains d'être sauvés d'une condition bien pire que s'ils étaient restés chez eux, soumis aux guerres, à l'esclavage africain même, au razzia, au pillage et tout ce que vous pouviez voir à cette époque-là. Voilà, je voulais remettre ces choses en contexte. Donc dans cette histoire, je ne condamnerai personne. L'histoire les a déjà condamnés. Bon, il y a un prix à payer. Quand on refuse cette condition d'esclavage, premièrement, on n'a pas le droit de parler publiquement. On n'est pas considéré dans les villages. On n'a pas le droit d'être un conseiller municipal ou maire. Bon, conseiller municipal, quelques-uns. Mais maire, même si vous avez les compétences, vous ne pouvez pas être maire. Vous ne serez jamais imam, vous ne serez jamais chef de village, vous n'allez jamais marier ceux qu'ils appellent nobles, vous n'allez jamais marier leurs filles, et eux aussi ne vont jamais marier, ainsi de suite. Donc il y a plus d'interdits que de tolérance en fait. Il y a des barrières, il y a des limites entre nous qui nous empêchent de nous évoluer. Refus. Quand déjà même le seul fait de dire que je ne veux plus faire des activités réservées aux esclaves, donc vous êtes exclus de la société. Vous ne pouvez plus acheter dans les boutiques, ni dans les boulangeries, ni dans les boucheries. Et après, on vous demande de quitter le village automatiquement. On vous donne 3 à 5 jours maximum de quitter le village. Si vous refusez de quitter le village, on appelle tout le village et c'est tout le monde qui sort, qui vous entoure, qui tabasse votre famille. Aucun vieux, aucune vieille, aucune femme, aucun homme n'est épargné. Vous êtes chassés, ligotés, tabassés publiquement jusqu'à ce que vous dites « Oui, je suis un esclave, oui, j'accepte ma condition d'esclave ». Au travers de la planète, un mouvement se dessine, l'état d'esprit qui est en train de naître, les gens arriveront à se considérer tels que nous sommes. L'État malien ne fait rien, sincèrement. Parce que lors des déplacés, les 65 déplacés de Kanginera qui ont quitté Djema, avant de quitter Djema, ils étaient présents devant le juge du tribunal de première instance. Ils sont partis à Bamako, ils ont été accueillis par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Et là, ils ont pris les choses au sérieux. Ils ont demandé à ce que les réfugiés retournent chez eux à Kanginera, dans le cercle de Djema. Et quand ils sont retournés, le problème est que les chefs coutumiers ont demandé à ce que nous retournions sur notre condition de vie d'esclaves. Donc les autorités soutiennent, les autorités locales bien sûr, des localités de Djema, de Nyoro, de Kaï, voire même de Nara aussi, ils soutiennent les esclavagistes sur place en fait.
Donc j'ai même entendu le préfet de Nioro dire il n'y a que des coutumes esclavagistes ici chez nous. Celui qui refuse les coutumes, il est obligé de retourner chez lui, c'est-à-dire retourner vers Bamako d'où il est venu. Je suis venu à purger cette histoire, j'avais quelque chose en tête, il fallait que je le finisse. J'ai regardé mon ancien film, il est assez complet, mais je tenais à apporter ces précisions. Je vais tourner la page parce qu'il n'y a pas que ça à faire. C'est pas pour jeter la pierre sur les Africains, sur les Européens, c'est juste pour mentionner, pour leur faire rappeler qu'on est tous pareils. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.